Dans les yeux. Donc, il vaut quand même mieux dans la vie être bon. Oui, c'est ce que je crois. Parce que je crois aussi que tout fonctionne par résonance. Aussi, on récolte les fruits des graines qu'on sème, d'une certaine façon. Donc, si vous êtes dans un rayonnement qui est plutôt amour, qui est plutôt joyeux, qui est plutôt bon, vous allez aider. Déjà, c'est magnifique, parce que vous êtes une forme de thérapeute, rien qu'en allant vous balader à la Migros, parce que du coup, vous ferez du bien aux gens. Mais aussi, par la loi de la résonance, vous allez attirer à vous plutôt des belles choses. Vous allez être capable de regarder, je sais pas, les livres dans la bibliothèque, et puis d'attirer le bon livre, etc. On n'est pas capable de ça quand on est dans ronchon, de mauvaise humeur, dans la négativité, dans quelque chose de noir. Pourquoi ? C'est très simple en fait. Parce que notre aura, notre champ spirituel se rétrécit. Quand on est grinchouille ou quand on a peur, notre champ se rétrécit et du coup on ne sent plus rien, donc on n'est pas guidé. Notre intuition ne fonctionne plus. Alors que quand on va bien, puis qu'on est plutôt dans une énergie d'amour, notre champ s'élargit et notre intuition avec. Et tout le monde l'expérimente, parce que quand vous croisez quelqu'un, vous sentez assez vite si cette personne dégage quelque chose que vous n'aimez pas ou que vous aimez. Dans les transports publics, c'est flagrant aussi. Et en fait, c'est ce champ invisible autour de nous, mais qu'on peut maîtriser, qu'on peut apprendre à maîtriser. Lydia Gabor, bonjour. Bonjour. Vous nous aviez promis un mois de décembre spirituel. On a commencé par la méditation, on continue avec une approche de l'au-delà. On l'a entendu, c'est Denise Gillian. Oui, elle est auteure et réalisatrice de cinéma. Elle réalise des documentaires à caractère social autour des SDF ou des prisonniers de droit commun et aussi des documentaires à caractère spirituel autour des expériences proches de la mort ou de la médiumnité. Denise est donc un esprit pragmatique qui accomplit des enquêtes fouillées sur tous ces sujets car elle aime la précision. Mais depuis quelques années, Denise Gillian travaille comme médium guérisseur à l'atelier Infini à Lausanne. C'est pas incompatible ça, Lydia. Cartésien d'un côté, médium de l'autre. Eh ben, elle m'intrigue, c'est sûr. Ouais. C'est tout ce que je peux vous dire. Je la découvre donc la première fois à une soirée de médium où elle présente son dernier ouvrage dont on va parler. Des fleurs, des bougies allumées, une musique inspirante construisent une ambiance céleste. Normal. Elle présente son travail spirituel avec l'au-delà de façon simple et logique, comme si l'au-delà était au coin de notre rue. Ok. Deuxième rencontre, chez elle, pour mieux se connaître. C'est une femme souriante aux cheveux noirs et bleus, céleste, ça aussi, qui m'attend sur le quai de gare. Sa maison est à 2 pas et c'est une maison ancienne qui ressemble à la maison d'Agnès Jaoui dans le film Au bout du compte en 2013. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Une maison enchantée. De belles images partout, des anges, des masques, des statuettes de voyage, à moins que ce ne soit des esprits déguisés. Une maison qui semble vivante et dont les escaliers en colimaçon pourraient se mettre à bouger comme dans le film Harry Potter. Ça m'amuse à la fois et ça m'inquiète. Devant moi, raisonnable et espiègle, une femme me parle de l'ici et de l'ailleurs, du visible et de l'invisible, d'ici-bas et de là-haut, en s'amusant tendrement de mon trouble. Mais comment est le monde dans les yeux de Denise Gillian ? Eh bien, c'est un monde à aimer, à découvrir, plein de possibilités qui n'attendent qu'à être réveillées. Alors, c'est un ange qui vient des Philippines, qu'une amie m'a offert. Et c'est pour moi le gardien de la maison, je pourrais dire en quelque sorte. Mais surtout, c'est la mémoire qu'il existe ce qu'on appelle des médecins du ciel, qui nous aident dans mon métier, la médiumnité guérissante, enfin un de mes métiers, qui nous aident quand on a des interventions à faire dans le corps d'une personne qui est souffrante, qui est malade, où on va aller extraire la négativité de la maladie qui l'habite. Donc cet ange vient me rappeler que toute négativité, en fait, peut être dissolue, peut être extraite. Et il a le regard humble, il a les yeux penchés comme ça sur le sol, dans une forme d'humilité, et je trouve qu'il ressemble à un moine. Et j'aime bien cet aspect spirituel. Et puis il est en position de prière. Oui, ouais, les 2 mains jointes, un peu comme parfois on voit les Bouddhas, qui peuvent avoir le même genre de posture. Et j'aime beaucoup sa présence. Ça fait plusieurs années maintenant qu'il est dans mon salon, dans ma maison. Et c'est une très jolie présence. Il habite la maison, il est là, quoi. Comment il est arrivé dans votre vie ?
Alors c'est une jolie histoire. On était dans un marché de Noël avec une amie, donc ici, et je l'ai repéré de loin. Il m'a attiré cet ange, ça m'a aimanté. Alors je suis allée discuter avec la vendeuse. J'ai appris qu'il venait des Philippines, toute son histoire, etc. Puis après je suis partie. Et donc c'est important de préciser qu'on était séparés dans le marché de Noël, mon amie et moi. Donc elle m'a pas vue faire cette démarche-là. Et puis, quelques semaines après, c'est Noël, elle m'offre cet ange. Et elle a été attirée comme moi par lui. Elle s'est dit, ah, ça c'est pour Denise, elle doit l'avoir. Voilà. Et il est arrivé comme ça chez moi. À cette époque de votre vie, vous étiez déjà intéressée par la médiumnité, par les anges? Oui, je revenais justement de mon premier voyage aux Philippines, la première formation que j'y ai faite. Donc ça tombait à un moment particulier. Ça tombait très bien, à un moment particulier où j'étais sensible à ce pays, et où j'étais encore peut-être chargée de l'énergie des Philippines et des guérisseurs philippins. Si on remonte un peu dans votre parcours, vous êtes toujours intéressée aux anges? Alors, pas du tout. Mes deux parents sont complètement athées, j'ai aucune instruction religieuse. Par contre, j'avais un appétit spirituel, mais je dirais qu'il n'a pas tout à fait été nourri enfant. J'ai toujours eu, par contre, un sentiment de présence. Donc, j'ai toujours été dans une forme de spiritualité, mais incapable de mettre des mots dessus ou des pratiques, parce que n'ayant aucune instruction en la matière. Et à 16 ans, je suis partie vivre à Mexico. Et à Mexico, là, j'ai rencontré la spiritualité, parce qu'il y a plein de chamans, enfin, ça court les rues, les gens sont très pieux aussi, il y a la fête des morts, il y a quelque chose qui est très vivant dans la spiritualité. Et puis, c'est là que j'ai découvert, en fait, la médiumnité, et puis je me suis dit, ah, mais finalement, c'est quelque chose que je vis, moi. Et j'ai pu commencer à mettre des mots dessus. Alors justement, comment vous définiriez cette qualité de médiumnité? Alors la médiumnité, c'est vraiment être canal entre deux mondes. Donc on peut utiliser la médiumnité de plein de façons différentes. Communément, on croit toujours que ça se limite à la communication avec les morts. C'est surtout ça qu'on voit dans les films ou dans les séries télévision. Mais la médiumnité, c'est vraiment beaucoup plus large. On peut aller interroger des guides spirituels quand on a besoin d'un éclairage sur sa vie, quand on a besoin d'aider quelqu'un. On peut poser des questions très précises. Ils nous répondent soit par l'écriture, soit par la pensée, ce qu'on appelle le clair-savoir. On peut également demander de l'aide au monde spirituel pour amener la guérison. On l'utilise pour l'art. Moi, j'ai formé des gens, des pianistes, des sculpteurs, des cinéastes, bien sûr. Donc, pour avoir des inspirations, je dirais, qui dépassent le champ de l'inconscient et du conscient humain. Donc, la médiumnité, c'est vraiment des champs d'application que je dirais presque infinis. Mais le travail est toujours le même. C'est qu'on connecte une dimension spirituelle pour faire descendre, en fait, ces informations et ces énergies dans notre matière, dans notre monde. Alors, au Mexique, vous avez découvert les chamans qui travaillent aussi avec des énergies de la nature, des énergies différentes, mais vous n'êtes pas devenu tout de suite médium. J'ai eu l'immense chance à Mexico de me retrouver sur des plateaux de tournage, et sur des plateaux de tournage, en voyant les réalisateurs travailler, je me dis, ça c'est un métier extraordinaire, parce que ça répondait en fait à toutes les choses que je pratiquais déjà, mais que j'avais envie d'apprendre, d'approfondir, dessin, voyage, enquête, et surtout l'image en fait me permettait d'explorer l'inconscient collectif plus avant, parce que la question que je portais en moi à l'époque, c'était est-ce qu'il y a des référentiels en images qui peuvent être communs à tous les humains. Bon, ça, c'est jungien aussi, non? Complètement, ouais. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, alors du coup, mon premier métier, c'est devenu le cinéma. Je suis réalisatrice de films d'abord. Mais en abordant des années plus tard la médiumnité, je me suis rendu compte que la question que je porte en moi est toujours la même. Parce que la médiumnité, si on est clairvoyant, c'est aussi aller chercher un référentiel d'image symbolique commun à chacun. Et on aborde aussi les dimensions d'inconscient collectif au sens où Jung l'entendait. Donc finalement, j'ai passé du cinéma à la médiumnité, mais je crois que la question profonde que je porte en moi, c'est cet intérêt pour la communication dans le visible, bien sûr, avec le cinéma, mais aussi communication plus sensible, avec des mondes parallèles. Moi, j'ai vraiment besoin de rigueur.
de précision, de rigueur, pour pas véhiculer des espérances qui ne seraient pas fondées. Et puis, on a vite fait de déraper parce que les patients qu'on a ne peuvent pas, eux, aller chercher des preuves de ce qu'on dit. Donc, il y a aussi une notion éthique, de respect de l'humain, de lien thérapeutique à avoir. Donc, je suis très, très rigoureuse sur le langage utilisé. Et je me permettrai pas de dire quelque chose dont j'ai pas la certitude. Je suis, dans une prudence de langage. Et oui, alors, pour mon livre, L'au-delà sans peur, j'ai vraiment fait une enquête la plus rigoureuse possible, bien que convaincue de la survivance de l'âme. Ensuite, dans les pratiques, il y a 1000 façons de pratiquer et d'interpréter surtout. Et dans l'interprétation, j'ai été très loin dans l'enquête avant d'écrire. Mais vous êtes d'accord, comme ça, à première vue, c'est tout ça, on se dit, il y a beaucoup de gens qui y croient, donc qui témoignent, donc c'est tout un consensus psychologique aussi. C'est clair que ça nous arrangerait bien qu'il y ait quelque chose. Mais comment vous faites? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Techniquement parlant, pour partir de la matière, du concret, être canal, c'est arriver à faire taire le cerveau. Si on mesure avec un électroencéphalogramme ce qui se passe sur la tête d'un médium en activité, on est à 8-9 Hertz seconde. Alors que là maintenant, quand on se parle, on serait plutôt à 18-19, d'accord? Pour vous donner une idée technique. Donc on est avec le cerveau off, je peux dire ça comme ça, mais en même temps, on élargit son champ spirituel. On a tous autour de nous un champ invisible qu'on appelle aura ou champ éthérique. On va l'élargir et en faire monter le taux vibratoire dans une énergie qui peut être proche au niveau des termes, c'est difficile, mais qui est proche de l'amour ou de la joie, amour. Donc ça veut dire que c'est très élevé comme taux vibratoire. Et on va s'élargir dans ce taux-là pour devenir sensitif, ça veut dire sentir l'invisible. Et c'est grâce à cette vibration très très haute de joie et d'amour qu'on trouve la bonne fréquence pour entendre, communiquer ou voir les défunts ou les guides spirituels. Mais qui vous dit que c'est pas votre subconscient qui vous envoie ces messages ou votre perception de l'autre? Parce que vous êtes sensible. Alors, dans ma façon de travailler, je pars du principe qu'on est un. Je suis vous, vous êtes moi, les guides sont nous, on est un, reliés dans l'énergie. Donc, vous avez complètement raison. Ce qui émane de votre inconscient, de votre subconscient, de votre corps, moi, je vais le percevoir et je vais en faire quelque chose. Et la réciprocité est vraie aussi. Donc, il y a tout un tas d'informations, tout un tas de choses qui se disent de vous à moi dans la matière et dans l'énergie. Mais maintenant, comme on est un, quand on va chercher dans des bibliothèques akashiques, dans un inconscient collectif, auprès de médecins du ciel, de guides, d'anges, on peut appeler ça comme on veut, là il y a une part de mystère, on va aussi se référer à quelque chose qu'on situe à l'extérieur de nous, mais qui n'est peut-être au fond qu'une part de nous. D'accord? Donc pour moi, c'est pas très important quand je donne un cours, quand des élèves ont des informations pertinentes ou qu'ils ont un geste guérissant pertinent, c'est un peu égal que ça vienne du guérisseur ou du médecin du ciel. Ce qu'on veut, c'est la guérison de la personne. Et ce qu'on apprend à faire, nous les médiums, c'est à travailler avec tout ça. On travaille avec des énergies spirituelles qu'on va canaliser dans l'autre monde, mais on travaille aussi en lecture psychique, avec qui on est, en communication d'âme à âme. Donc pour moi, c'est tout ça qui se dit, et la plupart d'entre nous, on est médium naturellement, parce qu'on est tous des âmes. D'accord? Donc c'est pas une aptitude non plus complètement extraordinaire et particulière, tout le monde pourrait le développer. C'est très différent de penser que tout ce travail se fait d'âme à âme, entre personnes, etc., ou si objectivement on fait croire aux gens qu'il y a autre chose. Ça c'est quand même très important. Oui, c'est très très important. Alors moi je crois qu'il y a autre chose. Je crois en la survivance de l'âme après la mort physique du corps. Je crois en la réincarnation. Je crois que ces âmes, nos âmes, font un chemin d'expérience et reviennent sur Terre aussi longtemps qu'on a des choses à apprendre ou à donner. Les deux choses sont vraies, les choses s'équilibrent. Et qu'il y a effectivement des entités, appelons-le comme ça, dans le monde spirituel, qui sont là pour nous aider, qu'on peut consulter quand on a des questions. Et il y a une sorte d'urgence, ça c'est les messages que je reçois maintenant, il y a une sorte d'urgence à collaborer, à refaire alliance, où les guides demandent à nous aider vraiment pour ramener un peu d'amour sur cette planète. Et puis, plutôt que d'honorer le vivant, on est en train de détruire le vivant, c'est complètement absurde. Et là, voilà, il y a actuellement comme un changement dans le monde spirituel qui se fait,
Et c'est ça qui m'a poussée aussi à communiquer davantage là autour. Et vous avez raison, en fait, il n'y a pas de preuve absolue qu'on peut amener de ça, mais je dirais il y a du bon sens maintenant dans l'observation à avoir. C'est qu'il y a quand même des milliers de témoignages de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, qui racontent tous la même chose. Et il y a des milliers de médiums, chamans, depuis la nuit des temps, qui travaillent avec ça. C'est pas du tout quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on redécouvre actuellement en Occident, qui a été perdu, mais qui existe ancestralement depuis toujours. Pourquoi ? Parce que probablement c'est une évidence. Comment est le monde dans les yeux de Denise ? Comment il est ce monde, visible et invisible ? C'est un monde à guérir ? C'est un monde à aider ? Pour moi, le monde spirituel, le monde invisible est vraiment tout amour et c'est une source de force au quotidien, d'énergie très guérissante qui est à disposition de tous et qui fait de moi quelqu'un de profondément optimiste et plutôt dans l'amour, dans beaucoup de compassion. J'aime les gens, j'aime la vie, j'aime la nature. Ça, c'est une part. Mais il y a aussi l'autre regard sur l'humain, sur l'incapacité qu'on peut avoir à partager, à aider. Et j'ai envie d'aider, de guérir, avec les moyens que j'ai. Et il se trouve qu'en ce moment, les moyens que j'utilise, c'est plutôt la médiumnité guérissante, effectivement. Ce que j'espère, au fond, c'est que ça rééquilibre, que ça nous ouvre un peu le cœur pour qu'on revienne à quelque chose de l'ordre de honorer la vie et honorer cette planète qui est tellement belle, mais qu'on est en train d'abîmer. Donc voilà, il y a les deux qui se côtoient en moi. Réalisation Yves Roulin, et à noter, Lydia Gabor, c'est vous qui me l'avez soufflé, que Denise Gillian, qu'on vient d'entendre, a publié un nouveau livre, L'au-delà sans peur. Oui, un livre au carrefour entre spiritualité et psychologie. Si ça marche. Et enquête, témoignage et conseils pratiques, c'est le sous-titre. Donc comment se protéger si on a peur, arrêter de rire, c'est une pratique. Pardon. Aux éditions Favre. Exact. Alors donc, de mon côté, je suis partie toute ragaillardie, sans très bien savoir pourquoi, et je me suis rappelé un épisode étrange de ma vie. Il y a quelques années, à Noël, il y avait une chaîne de personnes qui vous envoyaient des anges chez vous. Il restait 9 jours avant de partir ailleurs. Et donc, ce soir-là, je les ai reçus chez moi avec des bougies et des prières comme indiqué dans le message que j'avais reçu. Ma mère et mon fils, donc qui étaient chez moi pour manger, se sont moqués de moi toute la soirée. Normal. Mon fils, fais gaffe de ne pas les enfermer dans le frigo. Hi hi hi. Et demain, tu les prends au boulot avec toi, sur tes épaules. Fais gaffe de pas les perdre dans le bus. Eh bien, j'ai fait bonne figure sans rien répondre à toutes ces moqueries. Mais, à la fin de la soirée, juste avant de partir, chacun de son côté m'a demandé discrètement « Tu n'oublieras pas de prier les anges pour moi, ce soir, tu me promets ?» Et je me suis dit que souvent c'était comme ça avec les anges. On ne sait pas très bien comment se comporter. Moi, je les enrôle pour faire la vaisselle, mais ça marche pas. Je les attends toujours. Juste un seul verre, ce serait sympa. Mais non, heureusement, il y a une machine. Merci Lydia. À bientôt. À bientôt. À l'abordage, 15h, 16h30 sur la première.